La crise en Chine est principalement causée par l'immobilier et la politique publique de zéro Covid qui résulte à des multiples restrictions et confinements et qui limite par là les importations et exportations. Si cette crise n'est pas contenue, elle peut causer un dommage économique chiffré à plusieurs trillions de dollars et qui peut s'exporter sur le reste du monde. On voit en Chine des villes fantômes où sont entassés des immeubles vides. Vous avez certainement vu des images de tout un quartier vide. C'est littéralement une forêt d'immeubles inhabités qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Des promoteurs immobiliers font crédit pour financer la construction des nouveaux immeubles de commerce et d'habitation, qui vendent les lots d'appartements, mais qui à la fin n'arrivent pas à terminer la construction. Les ménages chinois ont contracté des crédits immobiliers allant jusqu'à 150 milliards de dollars pour se payer des appartements. Aujourd'hui, ils menacent les banques de ne pas payer leurs crédits parce que le bien immobilier qu'ils ont acheté n'a jamais été construit, ou qu'il a été construit mais n'est toujours pas fini. Pour comprendre tout ce qui se passe en Chine, on doit d'abord comprendre l'économie chinoise. Et elle peut être réduite à 3 secteurs importants, parmi lesquels l'industrie et l'immobilier qui représentent chacun un tiers de l'économie. Il y a quelques semaines, des nouveaux rapports ont surgi et ces rapports attestent le fait que l'économie chinoise est en train de s'effondrer graduellement, principalement à cause de la crise immobilière qui sévit le pays depuis l'implosion de l'affaire Evergrande. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Evergrande est une grosse entreprise chinoise spécialisée dans l'immobilier et qui a une dette qui atteint les 300 milliards de dollars. En 2021, elle a fait défaut sur ses dettes. En plus de cette affaire Evergrande, la politique de restriction imposée dans beaucoup de provinces chinoises à cause de la pandémie vient rajouter une couche à cette crise qui a déjà pris une proportion plutôt grande pour être vite contenue. Là maintenant, dans cette situation, pendant que le reste du monde essaie d'augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, la Chine essaie de réduire les taux d'intérêt pour stimuler son économie et pour aider à contenir la crise, bien que l'inflation en Chine n'est que de l'ordre de 2,7%. Dans une économie, quand vous augmentez les taux d'intérêt, cela contribue à réduire l'inflation. Par contre, quand vous diminuez les taux d'intérêt, vous aidez à rebooster votre économie par une sorte de stimulation. Mais en même temps, vous contribuez à l'augmentation de l'inflation parce qu'un taux d'intérêt faible signifie qu'il va y avoir une grande quantité d'argent en circulation, parce que les gens vont emprunter encore plus. Maintenant, le secteur de l'immobilier occupe une place monstrueuse dans l'économie chinoise. Et quand on parle du secteur immobilier, on inclut les transactions, les locations, les agences immobilières, les industries qui produisent les matériaux de construction. 70% de l'argent des ménages chinois est stocké dans l'immobilier. Le chinois moyen ne garde pas son argent dans des comptes d'épargne ou investi dans les actions boursières ou autres actifs financiers. Le chinois moyen stocke tout son argent dans l'immobilier. À certaines mesures, cela est largement encouragé par le gouvernement. Mais voici toute la subtilité. Le processus d'achat d'un bien immobilier en Chine est complètement différent du processus qu'on a l'habitude de voir en Europe ou ailleurs. Et c'est justement cette pratique, à certains degrés malsaine, qui est la cause première de cet écroulement immobilier. En Chine, si vous allez acheter un bien immobilier, la première étape, c'est d'abord payer en amont le prix du bien immobilier que vous désirez acheter. Oubliez le paiement à la livraison. Avant même que la construction du bien immobilier commence, vous devez payer en avance le prix du bien immobilier. La transaction doit être effectuée 2 fois bien plus tôt, avant même que la première pierre soit posée. Vous donnez de l'argent pour acheter un bien immobilier qui n'existe pas maintenant, mais qui va potentiellement être construit dans un avenir proche. Cette pratique de devoir payer en amont le prix du bien immobilier concerne environ 70 à 80% de tous les achats réalisés en Chine. Et ça porte son avantage. Si vous êtes promoteur immobilier, c'est presque l'aubaine pour vous, dans le sens où vous pouvez vendre un bien immobilier qui n'existe que sur papier. Vous recevez l'argent dû avant même que vous ayez investi un seul centime pour la construction de ce bien. Si l'entreprise X offre un bien immobilier qui jusque-là n'existe que sur papier pour le prix de 200 000 €, moi, acheteur, je dois payer en amont ces 200 000 € et devrais attendre la construction de ce bien. Dans cette situation, l'entreprise X n'a pas besoin de se prendre la tête, elle va juste se servir de l'argent que je lui ai payé pour construire le bien immobilier qu'elle m'a vendu.
Elle peut par exemple ici juste dépenser l'équivalent de 140 000 € à 160 000 € pour construire mon bien. Elle va voir de nouveaux acheteurs à qui elle va proposer 2 biens immobiliers pour 200 000 € chacun. Elle va leur demander de payer en amont le prix du bien immobilier. Si vous avez bien suivi, c'est exactement la reproduction de la procédure qu'elle avait utilisée juste avant. Sitôt qu'elle a fini avec ces 2 nouveaux acheteurs, lesquels elle a collecté le montant à payer pour le bien immobilier qu'elle n'a pas encore construit, elle encaisse ses profits et quand elle a à peine commencé les travaux, elle va voir encore 4 acheteurs pour les vendre des biens immobiliers qui n'existent pas encore. Elle va collecter l'argent et quand elle a à peine commencé les travaux, elle va ensuite voir des nouveaux acheteurs pour proposer des nouveaux biens immobiliers qui n'existent pas encore et le cycle peut se perpétuer jusqu'à causer un grand dommage. Là, l'entreprise s'est construite un portefeuille de biens immobiliers considérable en suivant juste une politique immobilière efficace pour le promoteur, mais très risquée pour l'acheteur. L'entreprise n'a pas besoin d'investir une grande somme d'argent au début. Elle utilise juste un levier et ce levier, c'est l'argent qu'elle perçoit plus tôt. Et cela a contribué à l'explosion du marché immobilier en Chine. Sont visibles partout en Chine des gratte-ciel, des constructions, des projets démesurés. Mais tout cela a son point de rupture. Le tiers de l'économie chinoise repose sur l'immobilier. L'immobilier en Chine repose principalement sur cette pratique de paiement en amont. Cette pratique n'est efficace qu'à certains niveaux. Imaginez l'effet domino que ça fait quand cette pratique atteint son point de saturation. Elle va affecter tout le secteur de l'immobilier, et le secteur de l'immobilier va affecter les autres secteurs, financiers notamment, et cela va affecter globalement l'économie chinoise. Il y a également un élément qu'il faut tenir compte, et cet élément est l'avidité des hommes. Les promoteurs immobiliers vont décider de faire des gigantesques constructions démesurées. Ils voudront désormais construire des immeubles XXL, des gratte-ciel, partout en Chine pour les revendre en masse, pour faire plus de profit. Pour cela, ils ont besoin de plus d'argent. Ils vont se retourner vers les banques pour contracter des crédits. Jusqu'à ce niveau, en plus d'encaisser le montant de la transaction en avance, les promoteurs immobiliers chinois vont contracter une dette auprès des banques pour contribuer à financer beaucoup plus rapidement des grands projets de construction. Sauf qu'ils n'ont pas inclus tous les éléments dans leur calcul. Un élément qu'ils n'avaient pas inclus dans le calcul est qu'il peut ne pas y avoir des nouveaux acheteurs pour certains biens immobiliers, pour certains projets de construction. Parce que l'avidité, la facilité de cette pratique et le profit très conséquent derrière cette pratique les a poussés à s'endetter massivement et construire beaucoup plus de biens immobiliers qu'il y ait d'acheteurs pour acheter. Conséquence, à un moment donné, sur cette chaîne d'achat et de vente de biens immobiliers, quand il n'y a pas de nouveaux acheteurs et de l'argent pour contribuer à financer le projet précédent, toute la chaîne se fragilise et les dominos commencent à tomber un à un. Beaucoup de gens comparent cette pratique à la pyramide de Ponzi, dans le sens où pour la perpétuer, il faut qu'il y ait toujours des nouveaux acheteurs et qu'il y ait une économie prospère pour que les acheteurs puissent emprunter à la banque l'argent qu'ils vont débourser aux promoteurs immobiliers. Mais ce n'est plus le cas depuis 2021, parce que depuis 2021, l'économie mondiale a été perturbée par la grande crise que nous vivons actuellement. Il y a très peu de nouveaux acheteurs et l'économie n'est pas prospère. Les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui limite l'accès à la dette et au crédit. Les prix des biens ont augmenté, ce qui réduit le pouvoir d'achat et la capacité d'emprunt d'une personne. Le taux de natalité en Chine a fortement baissé ces dernières années du fait de la politique d'enfant unique, ce qui signifie qu'il y a moins de personnes pour acheter comparé à avant. Quand un incident de ce genre se déclenche, toute la chaîne d'achat immobilier commence à s'effondrer. Un seul incident peut créer une rupture et ensuite un effondrement qui vient comme un effet domino. Surtout que les promoteurs immobiliers sont devenus tellement obsédés par le profit et la facilité avec laquelle ils opèrent leur activité économique, au point où ils attendent à ce que les prochains clients achètent des biens immobiliers et payent le montant d'achat en avance pour qu'ils commencent à construire le bien immobilier de l'ancien client qui aussi a payé beaucoup plus tôt. C'est ça le vice dans lequel il ne devrait pas tomber, parce que le client qui a payé le prix de son bien immobilier attend naturellement à ce que lui soit livré son bien immobilier. Mais le promoteur immobilier ne peut exécuter son obligation contractuelle
de livrer un bien immobilier que dans la seule condition qu'il y ait des nouveaux acheteurs qui vont lui donner de l'argent en avance pour acheter des biens immobiliers, qu'il ne peut livrer que quand il y a d'autres acheteurs qui voudront acheter des biens immobiliers. Et donc cette pyramide peut continuer tant qu'il y a des nouveaux acheteurs, mais sitôt qu'il y a une sorte de faille, toute cette pyramide s'écroule. Il y a un article publié chez Capital qui relate l'histoire d'un jeune marié qui s'apprêtait à ménager avec sa femme enceinte dans leur nouvel appartement qui est censé être livré. Mais le rêve de ce jeune marié vire au cauchemar du fait de la crise immobilière en Chine qui empêche certains promoteurs de terminer les travaux de construction. Le jeune marié, qui est aussi papa, a contracté un prêt immobilier équivalent à 300 000 € il y a 3 ans pour financer son achat. 3 ans après, les travaux de construction ne sont pas achevés et le jeune marié n'a toujours pas son appartement livré. Tout comme lui, beaucoup de promoteurs, des petits propriétaires refusent pour cela de rembourser leur crédit immobilier afin de montrer leur colère face à des promoteurs immobiliers surendettés qui n'arrivent plus à finir le chantier. Le volume total du crédit immobilier qui risque d'être impayé s'élève à 145 milliards $, voire plus selon certaines analyses. Vous voyez combien cette pratique a un effet spirale qui fait qu'à la moindre faille dans le processus, d'autres secteurs peuvent être affectés, et ici en l'occurrence le secteur bancaire, le secteur du crédit est vite affecté. Et le pouvoir public se devait d'intervenir et avait instauré des exigences réglementaires, des 3 lignes rouges introduites en 2020. Elle est stupide que les sociétés immobilières devraient avoir, premièrement, un ratio passif-actif inférieur à 70%. Par exemple, si mon entreprise a 10 000 € de passif et 25 000 € d'actifs, le ratio passif-actif est égal à 10 000 € divisé par 25 000 € multiplié par 100. Pour l'exemple, on aura un ratio de 40%, ce qui rend mon entreprise fiable devant les banques. Mais si le ratio dépasse les 70%, alors je frôle la ligne rouge, je ne suis plus qualifié pour emprunter. Deuxièmement, un ratio d'endettement net inférieur à 100%. C'est quoi un ratio d'endettement? C'est la dette divisée par les fonds propres. Pour le même exemple, si j'ai une dette de 5 000 € et un fonds propre de 10 000 €, j'ai un ratio de 50%. Le fait que j'ai moins de dettes comparé à mes fonds propres me rend crédible pour emprunter. Troisièmement, un ratio trésorerie-emprunt à court terme d'au moins 1. Si mon cash flow mensuel est de 4 000 € et ma dette à court terme est de 3 000 €, alors le ratio est égal à 4 000 divisé par 3 000. Et on aura pour l'exemple un ratio de 1,33. Mais si mon cash flow mensuel est inférieur à mes dettes à court terme, alors je ne peux pas prétendre un crédit. Ces règles a priori logiques ont créé une crise de liquidité. En cette année 2020, le profit des promoteurs immobiliers a chuté de 87% jusqu'à 90%. Leur dette a gonflé pour atteindre des proportions follement démesurées. Le géant promoteur immobilier chinois Evergrande a lui seul une dette dont le montant s'élève à 300 milliards $. Le plus grand promoteur de Chine en termes de vente, Country Garden, a ainsi annoncé une chute de 96% de ses bénéfices au premier semestre. C'est juste un désastre que de se retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que le gouvernement se devait d'intervenir pour essayer d'ajuster et durcir certains paramètres pour éviter le chaos total. Quand les gens ne payent pas leur crédit parce que le bien immobilier, qui est la raison principale de l'existence du crédit, n'a pas été livré, les banques se retrouvent affectées très profondément dans cette situation, parce que leurs débiteurs ne veulent plus payer leur crédit. Et le bien immobilier, qui est normalement censé être une hypothèque, n'existe pas encore. Cela crée une crise de confiance dans le marché immobilier, estime un rapport d'un analyste du cabinet Gavekal Dragonomics. C'est pour ça que récemment nous voyons des manifestations surgir un peu partout en Chine, où les gens manifestent leur mécontentement et le fait qu'il y est impossible pour eux d'avoir le bien immobilier qu'ils ont acheté. Dans certaines parties du pays, les prix s'effondrent et la demande se fait de plus en plus rare. La stricte politique du gouvernement chinois face à la Covid n'aide en rien l'activité du secteur. Partout, les bâtiments non finis constellent le paysage et le pays comprendrait 65 millions de logements non habités.